On a parfois cette impression, n'est-ce pas, que peu importe l'énergie déployée, les mouvements populaires finissent souvent par perdre face au pouvoir en place. Alors aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi. On va plonger ensemble dans une analyse super intéressante de ce qu'on appelle la guerre cognitive, en s'appuyant sur des cas d'études assez marquants qui nous ramènent en 1980. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Dans cette immense bataille des idées, comment se fait-il que certains récits, certaines histoires aient toujours un coup d'avance? Un avantage qui semble presque truqué. C'est exactement ça qu'on va essayer de déchiffrer. Ok, avant toute chose, mettons-nous d'accord sur ce terme, guerre cognitive. Attention, hein, on ne parle pas ici de cyberattaques ou de gadgets de science-fiction. Non, non, c'est une lutte beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne. C'est la lutte pour le contrôle de nos perceptions, tout simplement, pour la maîtrise de notre vision du monde. Alors, quelle est la thèse? L'argument principal de cette analyse, c'est qu'il existe un champ de bataille invisible. Un champ de bataille des idées, où se déroulent des guerres silencieuses, oui, mais absolument décisives pour nous tous. Et voilà l'idée centrale. Et franchement, elle est assez percutante. L'idée, c'est que la résistance populaire, quand elle échoue, ce n'est pas juste par malchance. Non. D'après cette analyse, elle est neutralisée. De manière systématique, structurelle, par des mécanismes de pouvoir qu'on ne voit même pas. En d'autres termes, les dés sont pipés, dès le début. Bon, pour bien comprendre comment ça marche en pratique, cette neutralisation, on va commencer par le plus haut niveau, la grande scène géopolitique. Et pour ça, on fait un saut en arrière, en 1982. On se retrouve en plein milieu d'une crise humanitaire majeure, et ça va être notre premier cas d'étude. Ici, c'est fascinant. Le simple changement de mot, passer de réfugié politique à migrant économique ou pire, immigrant illégal, eh bien ce n'est pas juste un détail, c'est une véritable arme sémantique. Une arme redoutable qui a été utilisée pour complètement changer la perception de la crise des réfugiés indo-chinois et en fait pour la vider de tout son sens humanitaire. Et attention, ça n'a rien d'improvisé. Les États ont suivi un plan très précis, en 3 temps, un vrai petit manuel de guerre cognitive. Étape 1, on manipule les mots pour manipuler les esprits. Étape 2, on utilise la souffrance des gens comme un outil, un moyen de dissuasion. Et enfin, étape 3, on orchestre des chocs médiatiques pour forcer la main de la communauté internationale. Une stratégie qui fait froid dans le dos. Transformer une crise humanitaire en simple outil géopolitique, ce qui veut dire qu'au final, la souffrance de milliers et de milliers de personnes a été purement et simplement instrumentalisée. Leur destin, ce n'était plus qu'un pion sur le grand échiquier de la guerre froide. Juste un levier de pression contre l'Union soviétique. La dimension humaine, elle, a été complètement balayée, effacée, au profit du pur calcul stratégique. Mais ce pouvoir de façonner la réalité, il ne s'arrête pas aux frontières, bien sûr. Il s'exerce avec la même force à l'intérieur des pays. Dans cette lutte féroce pour définir ce qu'est une nation, pour répondre à la question, au fond, qui sommes-nous? Prenons le Canada, toujours au début des années 80. La question du Québec, c'était une poudrière, une véritable guerre des récits. On avait 3 visions du pays, 3 histoires complètement incompatibles qui s'affrontaient. Et bien sûr, chacune essayait d'imposer sa définition de l'identité canadienne. Dans ce contexte, un compromis, c'était quasiment mission impossible. Et cette fracture, elle ne concernait pas que le Québec. Pas du tout. À l'autre bout du pays, dans l'ouest canadien, une autre fissure cognitive était en train de s'ouvrir. Un sentiment très fort d'aliénation, de mise à l'écart, qui a donné naissance à un tout autre récit. Un récit qui contestait la légitimité même du gouvernement central. Et donc, l'unité du pays. Allez, on change de continent. Direction l'Europe, pour voir une autre facette de cette guerre cognitive. Une facette peut-être plus subtile, mais tout aussi redoutable. En Corse, l'État français aurait mené ce que l'analyse appelle une politique de décorcisation. L'objectif, il était clair, utiliser les politiques publiques pour user et même effacer l'identité culturelle corse. Sauf que, face à cette tentative d'assimilation, il y a eu une réponse. Et quelle réponse? Une contre-offensive culturelle incroyable a émergé. Le concept de corsitude est devenu une arme de résistance. La langue, la musique, le théâtre, c'est tout un arsenal culturel qui a été mobilisé pour se réapproprier le récit, pour défendre et réaffirmer une identité qui se sentait menacée. Ok, donc on a vu comment cette guerre cognitive se joue à l'échelle mondiale, puis à l'intérieur des nations. Maintenant, il faut qu'on zoome encore plus. On va descendre au niveau le plus fondamental, le plus personnel, celui de l'individu. Comment est-ce que la simple capacité à former une opinion collective est elle aussi ciblée? Cette citation, tirée de l'analyse, elle tape en plein dans le mille. Elle dit quoi? Que dans nos sociétés modernes, hyper complexes, le pouvoir est tellement concentré dans d'énormes organisations
que l'individu, tout seul, se retrouve marginalisé, il n'a plus qu'un pouvoir d'action très limité, souvent cantonné à sa vie privée, loin, très loin des leviers de décision. Et cette mise à l'écart de l'opinion publique, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de mécanismes bien rodés. Premièrement, cette fameuse concentration du pouvoir. Deuxièmement, la fragilité même de nos outils démocratiques. Et enfin, dans les cas les plus extrêmes, on a une volonté pure et simple d'éliminer tout espace où un vrai débat public pourrait exister. Et là, on touche peut-être à l'idée la plus dérangeante de toute l'analyse. C'est que même nos processus démocratiques, ceux auxquels on tient le plus, comme le vote par exemple, auraient une sorte de fragilité irréductible, une faille dans le système, ce qui les rendrait par nature extrêmement vulnérables à la manipulation par ceux qui, justement, contrôlent les grands leviers du pouvoir et de la communication. Voilà, on a exploré cette guerre cognitive sur 3 niveaux. Le niveau macro, avec le contrôle des récits mondiaux, le méso, avec la bataille pour l'identité nationale, et le micro, avec la neutralisation de l'opinion. Alors maintenant, si on assemble toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est un système où tout est lié. Le pouvoir qui permet de transformer un réfugié en immigrant illégal à l'échelle mondiale, c'est le même qui permet de contrôler le récit national. Et si ça marche aussi bien, c'est parce que, à la balle, au niveau micro, la capacité de l'opinion publique à s'organiser et à résister a déjà été sapée. C'est un cercle vicieux parfaitement huilé. La conclusion, elle est assez directe. Ce champ de bataille des idées est complètement asymétrique. Il donne un avantage écrasant aux acteurs centralisés. Ceux qui contrôlent les institutions, les grands médias et qui ont les moyens de modeler les perceptions, pas juste sur un coup, mais sur le long, très long terme. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question fondamentale. Si les dés sont pipés, à quoi bon jouer? Quelle forme peut bien prendre la résistance dans un monde où c'est notre esprit, notre perception des choses qui est devenu le principal champ de bataille? La réponse est loin d'être simple, évidemment, mais la question, elle, est plus que jamais essentielle.